parlé de l'invitation et de l'accueil chaleureux du chef de la diplomatie iranienne récemment à Davos. On va s'arrêter plutôt ce soir sur les liens entre Téhéran et Moscou. Deux pays qui cohabitent d'ailleurs, comme on sait, en Syrie depuis un moment maintenant. Vladimir Poutine doit rencontrer demain le guide suprême iranien Ali Khamenei. Est-ce que d'abord Israël a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui de cette proximité entre ces deux pays? Cette proximité, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle que c'est quand même la Russie qui a fourni à l'Iran une grande partie de sa technologie nucléaire, soi-disant civile. C'est la Russie qui a aidé les Iraniens à contourner les sanctions américaines. Et puis c'est la Russie finalement qui essaie de constituer un axe international contre les Américains et leurs alliés au Proche-Orient, avec les clients qui restent dans la région et essentiellement l'Iran. Et puis il y a des intérêts économiques communs entre la Russie et l'Iran, puisque ça fait déjà plusieurs années que la Russie essaie de constituer avec l'Iran et le Qatar une espèce de cartel du gaz naturel, puisque ces trois pays ensemble contrôlent à peu près 2/3 des ressources de gaz naturel au monde. Or, les prix ces dernières années diminuent parce que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial grâce au gaz de schiste. Et donc, il y a là un intérêt commun des Russes et des Iraniens de créer un OPEP du gaz naturel, ce qui est une autre raison de ce rapprochement diplomatique entre les deux pays. Voilà, effectivement, peut-être aussi pour narguer les Américains, comme vous dites, dans ce contexte de guerre en Ukraine. Alors, on parle d'un accord quand même de coopération stratégique globale, c'est l'intitulé, qui doit être signé entre Russes et Iraniens dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que ça peut changer, ça, dans la réalité régionale, finalement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors d'abord, ce serait un accord qui s'ajouterait à celui que les Chinois ont signé avec les Iraniens il y a un an, et qui ne ferait que confirmer que finalement l'Iran n'a pas seulement réussi à contourner les sanctions américaines sur le nucléaire grâce à la Chine et à la Russie, mais que finalement se dirige de plus en plus, à mon sens, vers une division du monde entre les autocraties et les démocraties, puisque de la même manière que les États-Unis finalement aujourd'hui essaient de constituer une alliance mondiale de démocratie contre la Russie et la Chine, eh bien les Russes et les Chinois constituent une alliance, je dirais, alternative justement contre les États-Unis, avec ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est comme par exemple le Venezuela en Amérique latine, et puis au Proche-Orient, c'est avant tout évidemment l'Iran qui est évidemment pour les États-Unis le premier challenge pour la stabilité de la région. Donc je pense que cette triple alliance, je dirais, entre la Russie, la Chine et l'Iran ne fait que confirmer cette division croissante du monde entre les démocraties et les autocraties. Justement, vous parlez de la Chine, au-delà de la Russie, la Chine qui reste proche de l'Iran, comme vous l'avez dit. Ce grand bloc qui se dessine, comme vous dites, face à l'Occident, Chine, Russie, à l'Inde aussi, donc des puissances quand même montantes qui sont importantes, qui incluent l'Iran visiblement. Est-ce que ce bloc pourrait devenir quelque part une garantie, une sorte d'assurance tout risque pour le régime iranien, qui pourrait compter justement sur ces pays malgré les sanctions occidentales et du coup rendre quasiment inefficace le poids des sanctions? De toute façon, les sanctions elles ont été inefficaces justement parce qu'elles ont été contournées par l'Iran grâce à la Russie. C'est déjà une réalité. L'Iran aujourd'hui est déjà un pays nucléaire, enfin au seuil du nucléaire. Le retrait américain en 2018 était sans plan B. Il y a eu une réimposition des sanctions américaines, mais qui n'ont servi quasiment à rien, puisque, comme je l'ai dit, les Iraniens avaient déjà contourné les sanctions avec la Russie et surtout avec la Chine. Donc on est déjà au-delà de ce stade-là. La question qui se pose maintenant est plutôt de savoir, étant donné qu'il n'y aura pas un régime de sanctions internationales comme ce fut le cas avant 2015, avant le JCPOA. Ça, on peut oublier, ça n'aura pas lieu. La question est maintenant de savoir si une action américaine sur le plan militaire contre l'Iran pourrait éventuellement être contrecarrée par la Russie et la Chine. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que la Russie aujourd'hui n'a pas la capacité militaire de réagir, puisque même elle n'arrive même pas à conquérir l'Ukraine. Donc elle ne va pas en plus s'embourber au Proche-Orient. Quant à la Chine, c'est vrai, depuis de nombreuses années, constitue une force navale énorme. Mais ça n'est pas du tout sa stratégie aujourd'hui de s'engager dans un conflit au Proche-Orient. Donc je ne pense pas que la Chine et la Russie viendront à l'aide de l'Iran sur le plan militaire, mais oui, elles lui viennent à l'aide sur le plan économique, mais encore une fois, cela malheureusement n'est pas nouveau. C'est ce qui a permis effectivement à l'Iran de se rapprocher de l'arme nucléaire en dépit du fait que les États-Unis aient quitté le JCPOA en 2018. Ce qui fait que le levier militaire reste peut-être le seul aujourd'hui efficace peut-être face à Téhéran. Merci beaucoup à vous, professeur.